Tout de suite, place à l'invité du grand journal de la matinale et nous continuons à parler de l'escalade au Moyen-Orient avec notre invité Mahmoud Hassan, analyste politique et professeur de droit privé à l'Université de Tunis. Mahmoud Hassan, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, le Liban, la Syrie et l'Iran ont décrété des jours de deuil national après la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué par l'armée israélienne. Quel avenir aujourd'hui pour le mouvement pro-iranien imputé, disons, d'une dizaine de ses cadres? Le décès ou l'assassinat de Hassan Nasrallah est un coup très dur pour Hezbollah, ainsi que le décès également de plusieurs de ses cadres. Là, le parti certainement va essayer de se restructurer pour faire face à cette situation. Déjà, il y a un nom pressenti qui circule déjà pour succéder à Hassan Nasrallah, il s'agit de Hachem Safieddine, qui était déjà pressenti même avant l'assassinat de Hassan Nasrallah. C'est pratiquement le numéro 2 du parti, c'est le président de son conseil exécutif. Il avait des relations assez étroites, tant idéologiques que stratégiques avec Hassan Nasrallah. C'est un cofondateur du parti avec Hassan Nasrallah et d'autres. Ils ont suivi des cours théologiques à la ville de Qom en Iran. Donc, également, dans son mandat en tant que président du conseil exécutif, il était à la fois chargé également des relations extérieures du parti et il siégeait également dans son conseil militaire. Donc toutes ces données laissent Hachem Safieddine le plus pressenti succéder à Hassan Nasrallah. Par ailleurs, le parti procédera à une restructuration pour remplacer également les cadres qui ont été tués également avec Hassan Nasrallah. D'accord. Oui, je vous en prie. Mahmoud Hassan, aujourd'hui pour Israël, le travail est loin d'être terminé. La preuve, son armée a mené aujourd'hui de nouvelles frappes au Liban contre le Hezbollah. Tzahal n'exclut pas une intervention au sol. Comment expliquer cette stratégie de guerre d'Israël qui frappe où il veut, qui, quand et comme il veut aussi? À mon avis, Netanyahou met actuellement comme carte c'est la lutte contre Hezbollah et d'anéantir Hezbollah, comme il l'a dit plusieurs fois, mais en réalité, la question, sa vision ne se limite pas uniquement à lutter contre la présence de Hezbollah, mais les bombes et les bombardements d'Israël sont dirigés contre le Liban également. Là, c'est le Liban qui est menacé déjà. Comme l'a dit plusieurs fois le secrétaire général de l'ONU, c'est l'enseigne que le Liban risque de devenir un deuxième Gaza. Ça d'une part, et donc le conflit va s'élargir et menace également de s'élargir à toute la région du Moyen-Orient. Et plus là, Netanyahou également continue dans sa politique extrémiste sur le plan même militaire, pour également dissimuler ses propres difficultés politiques au sein de son gouvernement, au sein de son pays. Donc là, il ouvre plusieurs fronts. C'est plus Gaza, mais c'est également donc le Liban. C'est également un message clair dirigé contre l'Iran qui est... Justement, Mahmoud Hassan, dans un discours télévisé hier, le Premier ministre israélien disait ceci, je le cite, « Il n'y a aucun lieu en Iran ou au Moyen-Orient qui soit aujourd'hui hors de portée du bras d'Israël. » Comment interpréter ces menaces de Benjamin Netanyahou? Chercherait-il à entrer en guerre directement contre l'Iran?
à mon avis, le message est clair, qu'il se dirige également contre l'Iran et contre tous ceux qui appuient la résistance contre Israël depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, donc, ce qui s'est passé a démontré a détruit le mythe que faisait circuler Netanyahou, que l'armée israélienne était imbattable et pouvait atteindre ses objectifs. Là, on a bien compris que, en fait, Netanyahou est même poursuivi pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. La CIJ a été saisie, est en train de délibérer sur les crimes de guerre commis à Gaza. Maintenant, c'est le cas du Liban. La Cour pénale internationale également est également saisie. Donc, il y a des pressions internationales ou institutionnelles, je dirais, sur le plan juridique. Oui, c'est ce qui met Netanyahou, en fait, essaie d'élargir le conflit pour essayer, à mon avis, vainement de fuir ses conséquences juridiques et de profiter également d'une certaine passivité également de plusieurs pays occidentaux, également qui ne font rien pour mettre en œuvre concrètement les résolutions, les recommandations du secrétaire général de l'ONU. Mahmoud Hassan, vous venez de parler de l'ONU, l'Iran qui demande une réunion d'urgence justement du Conseil de sécurité promet via le Hezbollah de venger la mort de Hassan Nasrallah. Les Houthis du Yémen ciblent aussi de leur côté Israël. Se dirige-t-on finalement vers l'embrasement de la région ? Oui, le risque est bien clair. Le risque est bien clair avec un élargissement éventuel du conflit au sein de la région du Moyen-Orient. C'est pour ça que le Conseil de sécurité essaye donc d'arrêter ces attaques et d'arrêter ce risque qui n'est dans l'intérêt de personne et qui est de nature à compliquer davantage la situation. Mais malheureusement, le Conseil de sécurité a ses limites également en raison du veto. Le Conseil de sécurité de l'ONU a ses limites, vous l'avez dit, et la position des États-Unis dans tout ça. Washington, d'un côté, exige un cessez-le-feu au Liban et de l'autre, salue la mort de Hassan Nasrallah. Est-ce que vous comprenez cette attitude des États-Unis qui semble souffler un peu le chaud et le froid en même temps? Pour les États-Unis, jusqu'à présent, c'est un pays qui n'a pas adopté des mesures concrètes pour arrêter cette hégémonie militaire d'Israël. Les Américains continuent à fournir des armes, continuent également à faire un appui, présenter un appui stratégique à Israël, en dépit des déclarations qu'on entend du ministre des Affaires étrangères, du ministre américain des Affaires étrangères. Il se trouve également que les États-Unis l'ont toujours fait. C'était le plus grand soutien d'Israël donc à toutes les étapes. En plus, maintenant, avec la campagne électorale qui se déroule aux États-Unis, les deux candidats à la présidence adoptent des positions pour ne pas pour plaire également à l'électorat au lobbying sioniste qui est influent aux États-Unis. Mahmoud Hassan, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.